démarrer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce 3e numéro du MES Talks, pour un environnement de travail responsable dédié aujourd'hui au secteur de la gestion des déchets en entreprise. Un petit rappel concernant les modalités d'utilisation du live webinar. C'est pas une plateforme qui est très utilisée. Donc les micros sont désactivés, mais le chat juste à droite est ouvert. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, ou simplement partager vos commentaires. Nous avons 1 heure et les 15 dernières minutes seront consacrées aux questions. Donc n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et ils seront remontés au fur et à mesure du webinar. Sauf s'il y en a beaucoup, alors dans ces cas-là, on les rassemblera. Très bien. Ça marche. Nora, à toi. Du coup, tu peux passer sur la slide d'après, on va se présenter. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Nora Abdella et j'ai confondé du coup avec Jérôme Armand qui va se présenter également, mon entrepreneur social. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Armand et qu'est-ce que mon entrepreneur social ? Mon entrepreneur social, c'est une entreprise de l'ESS qui a pour mission d'utilité sociale de valoriser et rendre visibles les travailleurs invisibles de l'entreprise. Comment nous réalisons cette mission ? Notamment en accompagnant et en conseillant les prestataires et les acteurs de l'environnement de travail ou les services généraux dans leur transition RSE. Qu'est-ce qu'on appelle les travailleurs invisibles en entreprise ? Ce sont tous ces métiers reconnus pour leur pénibilité, marqués par un manque de reconnaissance sociale et professionnelle, mais qui paradoxalement sont nécessaires et indispensables aux entreprises. Ces métiers sont souvent réalisés par des agents de prestation de services déployés en entreprise et on est heureux avec le webinaire aujourd'hui de donner la parole à toute la chaîne de prestations. Le MES Talks aujourd'hui aborde un secteur important de la prestation de services en entreprise, celui de la gestion des déchets. Alors on ne parle pas des déchets qu'on a pu voir hier lors du match de foot, mais bien des déchets en entreprise. Il y a eu un peu de déchets sur le terrain. Absolument, on parle d'autres types de déchets. On a tous un peu en tête l'image assez effroyable du 7e continent qui se situerait au large du Pacifique et qui représentera en équivalent 3 fois la surface de la France et qui est composé d'une multitude de déchets. On comprend en fait que les déchets ont un rôle majeur sur le réchauffement climatique, sur la préservation de l'environnement. Alors si on s'axe un peu plus sur la France, la production de déchets en France, selon l'ADEME en 2017, tout secteur confondu, là on prend l'industrie, les déchets ménagers, ceux des collectivités, etc. C'est 326 millions de tonnes de déchets produits en France en 2017, ce qui équivaut par habitant à 4,9 tonnes par habitant et par an. En entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a différents types de déchets, des déchets ménagers, des déchets des collectivités et des déchets aussi en entreprise. Un salarié, on compte génère à peu près 130 kilos de déchets par an, dont 80 kilos de papier. Et 2 tiers de ces déchets de bureau sont incinérés et 1 tiers sont recyclés. Donc, il y a énormément de pertes. Merci pour ces chiffres, les joyeux recycleurs d'ailleurs. On comprend qu'il y a un vrai enjeu qui se joue du coup au niveau de l'entreprise, à la fois dans le traitement des déchets, mais dans leur gestion de manière générale, que ce soit au niveau de leur production, leur stockage, leur élimination, leur valorisation. C'est autant de process qui font prendre en compte dans la gestion du déchet de manière générale. Et souvent en entreprise, du coup, la gestion des déchets est sous-traitée auprès de prestataires. On a une multitude de métiers qui jouent, que ce soit les métiers d'éboueurs, d'agents de collecte, de reapers, d'agents de tri, de techniciens de traitement, etc. Et on est ravis aujourd'hui d'avoir Samy qui pourra nous parler un peu plus de son métier qui évolue en plus en permanence en fonction des innovations, en fonction de la réglementation qui est de plus en plus sévère sur la gestion des déchets, à juste titre. Donc, je vais pas en dire plus. Je vais surtout laisser nos intervenants, nos 3 super intervenants qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Donc, on a aujourd'hui Paul Rouvelin qui est responsable commercial aux Joyeux Recycleurs. Tu nous expliqueras un peu qui tu es et c'est quoi les Joyeux Recycleurs. Cécile Gladin, experte environnement et déchets chez Enedis. Et Samuela Limi-Mankel, chauffeur et collecteur auprès des Joyeux Recycleurs. Ma première question, du coup, honneur aux dames. Désolée, messieurs. Ma première question se dirige vers toi, Cécile. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter un peu ce que c'est qu'Enedis
et nous dire quelles ont été les démarches qui ont été mises en place chez Enedis, à la fois pour la gestion de ces déchets en entreprise, mais également la gestion des déchets dans l'activité métier. Oui, bien sûr, Nora. Donc, moi, je suis Cécile Gladin, je suis experte environnement chez Enedis. Donc, Enedis, c'est une filiale du groupe EDF. On est 38 000 salariés et on a en charge en fait la gestion et l'entretien du réseau électrique sur 95% du territoire métropolitain. Enedis, du coup, c'est 80 000 tonnes de déchets par an, 80 000 tonnes de déchets directs gérés par an. Et donc, effectivement, pour pouvoir les gérer correctement, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place une animation de filière. Donc, on est 38 000 salariés. Moi, je travaille au national. On a 25 directions régionales. On a mis en place une animation de filière avec des pilotes déchets économie circulaire dans chaque direction régionale. Et cette filière et cette animation, elle porte sur les sujets donc, de réglementation. Comme tu l'as dit, Nora, on a une réglementation fortement évolutive sur ce sujet. Donc, il faut que tout le monde soit au courant des avancées, et des nouvelles interdictions et possibilités offertes par la réglementation. On parle aussi, bien sûr, des contrats, donc de tous nos contrats de gestion de déchets, de traitement de déchets, les contrats de prise en charge de ces déchets. Donc ça, c'est des sujets qui sont abordés dans cette animation-là. On fait vivre nos contrats et c'est aussi là qu'on identifie les nouveaux besoins de nouveaux contrats et de marchés de recyclage sur certains déchets qui étaient aujourd'hui gérés avec le tour de l'an. Aussi, ce réseau, ça permet aussi de faire émerger toutes les bonnes pratiques, de les capitaliser, de les porter et les échanger les uns avec les autres. Et les promouvoir pour faire mieux, en fait, trier mieux, mieux recycler et bien sûr prévenir les déchets, puisque le mantra, c'est bien que le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit. Justement, du coup, quel type de déchets tu peux avoir en entreprise et quel type de déchets tu peux avoir à traiter dans vos activités? Alors, voir un peu le panel. Ouais, on a des déchets d'entreprise qui sont classiques de toute entreprise. Hein. Donc, on avait encore jusqu'à peu des gobelets, des bouteilles, plastique, du papier évidemment, et puis tout ce qui est déchets informatiques. Et après, on a des déchets qui sont spécifiques à notre activité, donc du câble et beaucoup d'équipements électriques, évidemment, puisqu'on entretient le réseau. Donc, ça peut être des très gros équipements ou des petits matériels. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est support aérien, les poteaux qu'on voit dans le paysage qui tiennent les câbles. Donc, ça, c'est aussi, on en renouvelle énormément et donc ça représente un gros volume de la terre quand on fait des chantiers d'enfouissement. Super. Bah, tu nous expliqueras un peu plus tard comment vous faites justement pour les gérer. Ok, ça marche. On va passer à toi, Paul. Peux-tu te présenter et présenter ton entreprise, Les Joyeux Recycleurs? Tout à fait. Enchanté tout le monde. Merci beaucoup, Jérôme et Nora, pour l'invitation. Donc moi, je suis Paul Rouvelin, je suis le responsable commercial des Joyeux Recycleurs, qui est une entreprise solidaire de recyclage qui existe depuis maintenant 8 ans. Donc nous, les Joyeux Recycleurs, on accompagne aujourd'hui plus de 1000 sociétés partout en Île-de-France. Et le but de notre démarche, c'est déjà d'apporter une solution de recyclage, de simplifier, on va dire, l'accès au recyclage en entreprise, en apportant une solution qui est globale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter et revaloriser la totalité des déchets recyclables qui sont générés au bureau sur des activités tertiaires, avec un service qui est clé en main, qui est simple à mettre en place et qui est tout compris et qui consiste en fait en 2 mots, en la mise à disposition de box de recyclage, la collecte des déchets, la massification des déchets et ensuite la certification de recyclage en France. C'est-à-dire que nous, notre rôle en fait aux Joyeux Recycleurs, c'est d'être un intermédiaire entre des milliers de sociétés qui vont comprendre entre peut-être 10 et 500 salariés, donc d'être un intermédiaire de collecte entre des milliers de sociétés et les bonnes usines, les bonnes filières de recyclage pour justement en fait assurer la bonne revalorisation, le bon recyclage de 100% des déchets. Et donc nous, les Joyeux Recycleurs, après on est vraiment spécialisés sur les déchets du quotidien, donc les déchets finalement que tout le monde retrouve, que tout le monde peut consommer, donc notamment bien évidemment tout ce qui peut être matière papier, carton, les gobelets, les bouteilles, les canettes, les capsules de café, le verre. On va traiter aussi tout ce qui peut être piles, cartouches, tonnerres d'imprimante, ampoules, matériel électrique, électronique, le mobilier, jusqu'aux mégots de cigarettes. Donc voilà, l'idée en tout cas, c'est de pouvoir assurer la collecte et la bonne revalorisation de tous les déchets pour lesquels on a des filières de recyclage en France. Donc pour tous les déchets qui sont bien recyclables. Et donc voilà, donc moi je suis le responsable commercial. Moi, mon rôle c'est
c'est de proposer en fait des solutions à nos prospects, à nos clients, et puis de faire en sorte que ce qu'on mette en place en termes de box réponde bien évidemment aux besoins et puis aux attentes de nos sociétés clientes, parce que chaque société va aussi avoir des besoins un petit peu spécifiques. Déjà, ce sont pas toutes les sociétés qui ont les mêmes types de déchets. Et ensuite, il faut bien évidemment s'adapter aux contraintes et s'adapter simplement à la structure de la société, le nombre de collaborateurs, les locaux, les étages. Ok. Tu évoquais la massification. Tu peux nous dire exactement ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Alors, la massification, en fait, c'est simplement le fait de massifier des déchets, donc simplement le fait de faire en sorte que nous, on envoie des tonnes suffisantes directement chez nos prestataires recycleurs. C'est-à-dire que les usines de recyclage, les filières de recyclage, en fait, pour y avoir accès, il faut qu'on ait quand même une quantité de déchets suffisante. Et nous, l'idée, c'est que beaucoup de sociétés qu'on accompagne sont des sociétés entre 20 et 200 collaborateurs qui vont pas non plus produire des tonnes et des tonnes de déchets par mois. Et donc, notre rôle, c'est justement, en fait, encore une fois, de massifier tous ces déchets qui proviennent de différentes entreprises pour qu'on puisse avoir des tonnes suffisantes, pour qu'on puisse ensuite les amener dans les bonnes filières de recyclage pour assurer la bonne revalorisation du coup de la totalité des flux, tout simplement. D'accord. Super, merci. Et du coup, à côté de toi, on a Samy Oula. Bonjour Samy. Enfin, je peux t'appeler Samy ou Ouais, Samy, c'est bon. Ça passe. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en quoi consiste ton métier de chauffeur recycleur, chauffeur collecteur. Lapsus. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Samy Oula. Je suis collecteur et chauffeur de l'entreprise de Joyeux Recycleur depuis un an. Nous, normalement, chaque jour, on va chez les clients et voilà, on collecte les box de papier, comme on a plusieurs des box chez les clients, les capsules de café, aux marques de café, et gobelets, tout. On ramenait ici, avant de ramener, on met le poids pour chaque client, parce que chaque mois, on contrôle à combien de poids on a collecté par chaque client. D'accord. Donc, il y a une sorte de mesure des déchets que vous collectez. Une journée de travail type, Samy, c'est quoi pour toi? Le jour de travail, on prend le camion le matin. On sort, on a le téléphone avec nous, l'application pour notre entreprise. S'il y a des box à changer chez les clients, on prend les nouvelles box avec nous. On change chez les clients. Et s'il y a des changements, il y a des installations de nouveaux clients, on prépare tout avant de partir. Après on commence par un chez chaque client. Vous êtes une équipe de combien pour les installations? Pardon? Vous êtes une équipe. Votre équipe, elle est combien quand vous installez? 2 personnes. 2 personnes. Ouais. Ça dépend de la tournée. S'il y a plusieurs des clients avec plusieurs des box, normalement, même on sera 3 aussi, mais ça dépend de la tournée. D'accord. Ouais, tout à fait. On peut être jusqu'à 3 en fait par tournée. Pour vous préciser, nous en tout au Joyeux Recycleur, on compte une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Ça a amené à évoluer parce qu'on grossit, on est ravis. Et oui, en fait, je pense que ce que tu voulais dire, Samy, au début, c'est qu'il y a une première peut-être phase de préparation des tournées en fait. Notamment, c'est soit après le matin ou le soir plutôt, mais justement de préparer les box, de savoir s'il y a des installations à faire. C'était ça, Ouais, c'est ça. Exactement, parce qu'en fait, nous, du coup, les équipes opérationnelles partent à quelle heure? À 7h30? On commence à 7h30, mais ça dépend de clients aussi. Il y a des clients qui s'ouvrent à partir de 9h à 8h30. C'est la tournée, ça commence. Il y a des tournées que ça commence à partir de 8h30. Il y a des tournées que ça commence à partir de 7h30. Vous adaptez à votre contrat, en fait. Voilà. Et du coup, Paul, dans ton métier, dans tes activités, quelles sont les difficultés que tu as eu à gérer en tant que prestataire de service quand pour gérer votre activité? Comment est-ce qu'on fait pour changer des comportements en entreprise? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu constates un changement de comportement? Et quelles sont les activités que tu affrontes au quotidien? Ouais, alors nous quand même, en termes de déchets, on constate très clairement des changements de comportement. C'est-à-dire que déjà, les entreprises, en règle générale, tendent
à se responsabiliser, justement notamment en faisant appel à des sociétés comme la nôtre pour les aider, en l'occurrence là sur la gestion des déchets. Mais en règle générale, dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a un gros mouvement de responsabilisation entre guillemets des entreprises. Et nous, par exemple, ça peut se traduire sur des choses qui sont très très concrètes, comme la disparition des gobelets en entreprise. On avait en fait beaucoup, des centaines, voire même peut-être des milliers de box gobelets qui étaient disposés chez nos clients. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de sociétés de moins de 20, 30, 50 personnes essayent en fait simplement d'éradiquer à la source directement ce déchet-là. Ce qui est bien, on les incite forcément à le faire. Comme Cécile l'a dit, le meilleur déchet est le déchet qu'on ne produit pas. Ça peut aussi se traduire sur différents types de déchets, par exemple la solution café au bureau, typiquement la pause café au bureau qui est quand même une pause un peu sacrée. Nous, on se rend compte aussi qu'on a énormément d'entreprises qui switchent qui avant utilisaient des capsules de café un peu type Nespresso et qui maintenant essayent plutôt justement de réduire les déchets à la source en utilisant par exemple des machines à grains. Donc en supprimant du coup la totalité de l'utilisation de l'aluminium, parce que les capsules de café en règle générale sont composées d'aluminium, alors que sur les machines à grains, du coup on n'a que du marc de café. Donc c'est beaucoup plus simple aussi à revaloriser, et c'est simplement en termes de cohérence, en termes de, c'est beaucoup plus écologique, tout simplement à la base, d'essayer simplement de supprimer ces déchets-là. Et nous, après, les principales difficultés qu'on peut rencontrer, je pense que ça serait surtout en fait le changement d'habitude des collaborateurs. C'est-à-dire que si on installe notre service au sein d'une entreprise qui a déjà l'habitude de faire le tri, qui a déjà l'habitude de recycler et qui a un petit peu une culture d'entreprise, en tout cas, ça va être relativement simple à mettre en place. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est quand on est sur des entreprises qui n'ont jamais en fait pris le pli de recycler, où c'est pas quelque chose qui était vraiment considéré comme un point important, et où là du coup on va demander forcément aux collaborateurs encore une fois de changer leurs habitudes. Ça peut être par exemple en supprimant les corbeilles individuelles, c'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un qui à la base était habitué d'avoir une petite corbeille simplement en dessous de son bureau, de se déplacer en fait pour jeter ou pour trier directement ses déchets. Donc forcément, ça peut être des points qui sont un petit peu bloquants. Mais après, on a beaucoup de moyens et techniques pour inciter après tous les collaborateurs justement à bien jouer le jeu et qui résident qui sont, par exemple, si vous avez 2-3 tips à donner justement aux participants, les moyens et techniques. Alors pour des tips pour quoi exactement? Pour justement inciter les gens à mieux trier ou à trier. Comment déjà de mettre en place des solutions qui sont pratiques pour les collaborateurs. C'est bête, ça paraît bête à dire, mais il y a beaucoup d'entreprises où les salariés en soi veulent recycler, mais soit il n'y a pas de poubelle jaune dans l'immeuble, soit il n'y a pas les infrastructures adaptées, on va dire. Donc simplement, il n'y a même pas de poubelle de tri. Donc déjà, faire en sorte que ça soit pratique. Et après, en fait, il faut simplement bien expliquer aussi les choses et faire en sorte que, tout l'aspect communication est extrêmement important, notamment, par exemple, si on prend le cas des suppressions des corbeilles individuelles. L'idée, c'est de bien repréciser à tout le monde que si on supprime les corbeilles individuelles, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour faire perdre du temps, c'est simplement, en fait, pour inciter davantage les collaborateurs, justement, à faire le tri. Parce que si on a une petite corbeille en dessous de son bureau, on va être incité à mettre son papier, son chewing-gum, son mouchoir et potentiellement sa canette directement dans sa petite corbeille qui, in fine, ne sera pas du tout recyclée. Alors que si on n'en a pas, on va forcément devoir se lever pour aller à une poubelle, en sachant que s'il y a une borne de tri qui est littéralement juste à côté de cette poubelle, avec un petit peu de bonne volonté, forcément on s'habitue en fait simplement à trier directement. Et je pense que du coup le secret en fait réside dans une bonne communication et simplement pour faire en sorte que tous les collaborateurs comprennent déjà ce qui a été mis en place, et voilà pourquoi c'est important de le faire et pourquoi surtout on leur demande ce changement d'habitude, encore une fois. D'accord. Merci Paul. La prochaine question est pour toi Cécile. Quelles sont les difficultés que tu constates dans la gestion des déchets au sein d'Enedis et comment tu y remédies? Alors
Alors, les difficultés qu'on constate, c'est aussi des opportunités peut-être quelque part, mais les difficultés, c'est toujours de trouver l'optimum entre le principe de proximité de la filière de traitement versus l'idée de recycler. Si le centre de recyclage de ce déchet est situé à l'autre bout de la France, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il vaut mieux finalement l'incinérer à proximité? Donc, cette dichotomie, ou en tout cas toujours trouver un optimum entre le principe de proximité, la filière locale, versus la filière, vers le type de traitement qu'on va faire subir à nos déchets. Comme j'ai dit, on est une entreprise implantée sur 95% du territoire métropolitain. Il y a l'idée aussi de massifier les contrats, d'avoir un optimum financier dans ces contrats et aussi de pouvoir quand même travailler avec des filières locales pour respecter justement ce principe de proximité. Et puis, le travail avec des filières locales, c'est aussi des économies à la clé, parce qu'on sait quand même que le transport des déchets, c'est quand même un des très gros postes. Dans les coûts de traitement des déchets, le transport, c'est vraiment important et ça tend en plus à croître avec les augmentations des prix du gazole, etc. et la raréfaction des transporteurs. Donc, voilà, trouver l'optimum entre le fait qu'on ait des marchés cadres nationaux et aussi la possibilité d'utiliser des filières locales, le fait de bien recycler versus le fait de choisir aussi une filière locale, même si ce n'est pas du super recyclage. Voilà. On va aussi avoir je ne sais pas une dichotomie, mais l'idée aussi d'optimiser nos sites. Comme je le rappelle, nos sites, ce n'est pas des déchetteries. Donc, même si on produit plein de types de déchets différents, moi, sur nos sites, l'idée, ce n'est pas qu'on ait 40 poubelles différentes. C'est bien qu'on fasse du tri, mais qu'on fasse du tri et qu'on puisse quand même massifier d'une certaine façon certaines typologies de déchets qui présentent des caractéristiques propres. On a des enjeux de place sur nos sites et puis voilà, il n'est pas question qu'on ait une poubelle pour les bouchons plastiques, une poubelle pour les stylos plastiques, une poubelle pour les bouteilles plastiques, une poubelle pour les gobelets plastiques. Enfin, voilà, c'est pas l'objectif. On va de plus en plus, on supprime de plus en plus les corbeilles aussi, comme on a parlé Paul, de bureau pour effectivement permettre bien ce tri et puis aussi pour permettre à chaque salarié de prendre conscience de la quantité de déchets qu'il produit finalement. Quand tu le mets là, tu ne t'en rends pas compte, mais si tous les soirs, tu te retrouves à amener au point d'apport volontaire des piles comme ça de papier, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ouais, du coup, je rebondis sur 2 points. Comment vous faites vos arbitrages entre l'optimum, pas l'optimum, est-ce que là on y va pas? Et deuxième point, comment vous faites pour mobiliser des prestataires locaux? Parce que du coup, tout un éventail du coup de prestataires. Est-ce que là, l'optimum, il existe ou pas? Comment on fait? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des filières. Alors, on va faire souvent des marchés, donc des contrats nationaux, mais par contre, on peut les lotir de façon régionale, voire locale. On ne va pas faire un lotissement local sur des déchets qu'on va produire en faible quantité. On a par exemple, dans le cadre du changement de nos compteurs, on a eu à recycler tous les compteurs déposés, donc un gros volume. Et donc, effectivement, on a passé un appel d'offres national, mais il y a eu 25 contrats qui ont été passés avec des prestataires locaux et une grande partie avec des prestataires du secteur protégé. Parce qu'on avait quand même du volume pour pouvoir établir 25 contrats. Quand on a quand on a des déchets qui sont produits en moins grande quantité, on va plutôt avoir des marchés régionaux. On va découper la France en 4. On ne va pas découper la France en 25. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur notre optimum. On va aussi regarder finalement, et ces lots en fait géographiques, on va aussi les produire en fonction des zones qui peuvent avoir beaucoup de filières et on va mettre aussi des zones qui sont presque blanches. Typiquement en Bretagne, on sait qu'il y a peu de filières de recyclage, c'est un peu plus compliqué, des filières de traitement des déchets. Donc on ne va pas faire un lot seul Bretagne qui risquerait de se retrouver sans prestataire, qui ne serait pas loti, un marché qui ne trouverait pas de prestataires intéressés pour ce traitement de ces déchets. Voilà comment on fonctionne et on regarde quand même l'optimum. On ne va pas sur du recyclage de tous nos déchets. On essaye de recycler vraiment nos très gros volumes, ce qui nous permet d'avoir un taux de recyclage très élevé, parce qu'on a certains déchets qui sont produits en grande quantité. Donc, on recycle 95% de nos déchets aujourd'hui. On espère encore faire mieux demain. C'est vraiment tiré par les très gros volumes de certains de notre typologie de déchets. Et on veut vraiment être dans un optimum place sur site, transport, parce que vraiment le transport, c'est un gros poste. Et puis, quelque part, ça ne vaut pas le coup, comme j'ai dit, d'aller recycler un déchet à l'autre bout de la France. On arbitre comme ça, en fonction de l'existence des filières locales ou pas. Et en parlant des difficultés, Cécile, je crois que tu
T'aimais bien cette illustration de Vooch? Ouais, Alors, ouais, je sais j'aime pas si on bien. la voit beaucoup. Je sais pas, mais voilà, non, mais voilà, je trouve que ça résume assez bien la question du tri et puis la question, voilà, quand je dis j'ai pas envie qu'on mette 40 voilà, contenants différents sur nos sites, ça revient vraiment aussi à cette idée-là. C'est, voilà, nos sites ne sont pas des déchetteries. C'est compliqué et puis on a l'impression finalement que, enfin, je vais aborder ça, mais le plastique, c'est quand même un problème chez nous hein, dans les déchets parce qu'il y a plein de typologies de plastique différents. En fait, tout le monde se dit, bah, le déchet plastique, c'est la même chose. Mais non, en fait, il y a du polyéthylène, du polypropylène, du PVC. Enfin, voilà, il y a plein de typologies de plastique différents. Et ça, c'est vrai que aujourd'hui, on a des difficultés parce que les filières, elles veulent du plastique monomatière. Et nous, en face, on ne va pas faire une benne par typologie de matière plastique. Et il y a ça, c'est un problème. Et puis l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un manque de filières de recyclage de certains plastiques en France. Donc, une difficulté sur des débouchés, quoi. Quand bien même on voudrait recycler ces plastiques, on manque de débouchés, même si on est dans un contexte quand même qui est plus favorable à l'émergence de ces filières, d'une part avec la réglementation et d'autre part avec les tensions qui peuvent exister sur les ressources aujourd'hui et les matières premières. Alors, je comprends pas. Les débouchés, tu parles de quoi exactement? C'est qu'il n'y a pas du tout de centre de revalorisation ou de traitement sur certains types de plastique? Si, de valorisation, si, de la valorisation énergétique, on va y arriver, mais pas du recyclage. Aujourd'hui, on a des plastiques, ça s'appelle des SMC. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière de recyclage de ces plastiques-là en France. D'accord, il faut aller à l'étranger. Je ne sais même pas si elles existent à l'étranger. Je D'accord. pense même pas. Je pense que le composé, on ne sait pas le recycler aujourd'hui. Ok, d'accord. Et il faut avoir ça en tête. En fait, il y a plein de plastiques qu'on ne sait pas recycler. On n'en est pas encore au niveau de savoir actuel. C'est ce que tu veux dire, Paul? On n'a pas encore le niveau de savoir actuel pour. Il y a certains déchets qu'on peut pas traiter, enfin, qu'on peut pas recycler. En fait, justement, je voulais rebondir aussi là-dessus parce que la question est très intéressante justement sur ces plastiques. C'est vrai qu'en France, on manque clairement de filières de recyclage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usine de traitement pour tous les types de plastiques aujourd'hui en France. Et typiquement, en fait, tous les plastiques fins, les plastiques souples qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, ça peut être un blister en plastique, ça peut être une barquette alimentaire du déjeuner, par exemple. Aujourd'hui, tous ces plastiques-là, qu'on les mette dans une poubelle jaune ou autre, ou qu'on les collecte nous, par exemple, enfin, c'est des plastiques qui font pas du tout l'objet de recyclage à proprement parler. Donc, on arrive à les revaloriser entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va les mettre de côté, on va tout brûler. On appelle ça de la revalorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va quand même réussir à créer un petit peu d'énergie grâce du coup grâce à l'incinération de ces plastiques-là, mais on va pas du tout les recycler. Malheureusement aujourd'hui en France, les bouteilles en plastique se recyclent très bien sur les déchets du quotidien. Les plastiques industriels se recyclent aussi plutôt bien parce que c'est des flux qui sont uniques. Encore une fois, c'est du monoplastique. Mais par contre, quand il s'agit vraiment des petits déchets en plastique de la vie de tous les jours, c'est extrêmement compliqué à recycler à proprement parler. Pourquoi? Parce que même, par exemple, si on prend l'exemple d'une barquette de jambon ou de poulet, il va y avoir 2 à 3 types de plastique en fait différents. Et aujourd'hui, si on n'a pas les filières de recyclage en France, c'est pas du tout parce qu'on sait pas le faire, parce qu'en soi, on sait le faire. Je veux dire, techniquement parlant, intellectuellement parlant, on aurait, enfin, si on veut se donner les moyens, on pourrait se donner les moyens de le faire. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas, malheureusement, c'est pas en fait des flux qui intéressent des recycleurs français, parce que le coût en termes d'énergie pour faire le tri, de revalorisation est finalement pas assez intéressant sur l'économie de CO2 ou autre, ou de matière par exemple qu'on va réussir à recréer. Et typiquement en fait tous ces plastiques fins, ces plastiques souples, ces barquettes alimentaires ou autres, c'était ces plastiques-là qui étaient à l'origine aussi des scandales d'export de déchets, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, en Malaisie, en Chine ou autre, tout simplement parce que voilà, parce que personne ne voulait s'en occuper en France, parce que c'était pas assez intéressant d'un point de vue aussi économique, et c'était pas des filières qui sont extrêmement rentables. Alors que si on prend le cas par exemple des bouteilles en plastique, c'est de la monomatière, c'est du PET. En France, on va consommer quelque chose comme un petit peu moins de 900 millions de bouteilles par an. Du coup, forcément, là, ça va intéresser des industriels qui vont réussir à créer des filières de recyclage qui sont déjà rentables économiquement parlant.
et qui font aussi sens d'un point de vue énergétique et d'un point de vue écologique, alors que c'est pas du tout forcément le cas sur les autres types de plastique. Et aujourd'hui, en France, on va recycler à moins de 30% en fait de la totalité des plastiques qu'on génère. Donc oui, voilà, je voulais simplement rebondir sur cette question de filière de recyclage. Et d'autant plus parce que maintenant, à Paris, surtout en région parisienne, tous les Parisiens, bientôt tous les Franciliens seront invités à mettre tous leurs emballages en plastique dans une poubelle jaune. Du coup, maintenant, beaucoup de personnes pensent que tous ces plastiques-là sont recyclables. Mais aujourd'hui, ces plastiques-là, justement, sont plutôt mis de côté, sont brûlés. C'est de la revalorisation énergétique, donc c'est toujours mieux qu'enterrer les déchets, hein, certes, mais c'est pas du recyclage. Et donc voilà, c'est quand même important de le préciser. Surtout justement sur cette matière plastique qui est quand même à l'origine de nombreux scandales et de nombreux débats en règle générale. Et de volumes importants. Et juste pour rebondir sur ce que venait de dire Paul, il y a effectivement, donc le recyclage, c'est bien, on récupère la matière pour en faire une nouvelle matière. La valorisation énergétique, c'est on va effectivement incinérer, brûler et récupérer en fait la chaleur produite sous forme d'énergie, d'électricité. D'accord. Le recyclage, on est bien dans de la matière, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'alu et avec l'alu, on va refaire un vélo, une nouvelle canette, etc. Le papier, on va refaire du papier recyclé derrière. Le carton, c'est pareil. Ça s'appelle du recyclage. Par contre, quand on brûle, ce n'est pas du recyclage. On le traite quand même le déchet, mais on ne le recycle pas. D'accord. On le trie avant. En fait, moi, je pensais quand je mettais dans la poubelle jaune, ça va être recyclé. En fait, non. Il y a une partie qui sera recyclée, il y a une partie qui sera brûlée. Ça, c'est effectivement un mythe. Et puis, alors, il y a quand même une différence que Paul a soulevée entre un déchet qui est recyclable et un déchet qui est recyclé. Paul a dit, effectivement, les barquettes en plastique, elles sont recyclables, mais elles ne sont pas recyclées. Mais il y a en plus d'autres plastiques plus complexes, plus composites en France, qui sont, eux, ni recyclables, ni recyclés, évidemment. On peut avoir un déchet recyclable qu'on ne recycle pas, on va brûler parce qu'il n'y a pas de filière, parce qu'on l'a jeté dans la même mauvaise poubelle. Et puis, il y a des déchets, notamment des déchets composites, certaines typologies de plastique qu'on n'arrive pas à recycler, qui ne sont même pas recyclables dans la théorie. D'accord. Je me redirige vers Samioula. Ouais. Justement, toi, ça fait 1 an que tu travailles au Joyeux Recycleur. Alors, ce qui est un peu formidable, c'est que vous pesez les déchets collectés. Est-ce que Samy, tu as constaté depuis les 1 an que tu travailles dans cette entreprise des déchets, soit une amélioration du tri, soit au contraire un tri qui est moins élevé en volume parce que justement il y a ces efforts qui ont été faits par les collaborateurs ou pas? C'est quoi ton retour d'expérience de ces 1 an d'activité? Mon retour d'expérience, c'est une bonne idée. Comme notre entreprise, il a fait les box pour chaque déchet, comme pour le papier, pour le bouteille. Même c'est facile pour les entreprises aussi. Voilà, vous l'avez en box à côté de vous. Voilà, s'il y a des papiers, voilà, tu jettes là. Parce qu'il y a des gens, ils jettent partout. Ah ouais? Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, tu mets dedans et nous, on ramène les papiers déchets qu'on ramène chez les clients. Là, on en va pour recycler. Il y en a beaucoup du coup? Est-ce que on parle de combien de kilos? Ça dépend du client parce que si un client il a plusieurs de box de papier ou plusieurs box de bouteilles, voilà. Mais normalement c'est 10 kilos dans une box. Dans une box il y a 10 kilos de papier. Même si 12 kilos, 10 kilos, voilà, c'est pas grave. Pour des tournées quotidiennes? Ouais, le quotidien. Chaque box, c'est 10 kilos de papier en quotidien. Et les bouteilles, ça arrive 800 grammes. D'accord. Ouais. Et du coup, toi, dans ton métier, quelles sont les difficultés que tu peux avoir justement quand on est chauffeur-collecteur? Je sais pas, moi, j'ai dans la tête les éboueurs dans la ville de Paris qu'on klaxonne souvent quand ils bloquent le passage alors qu'ils participent justement qu'on ne vive pas dans un milieu insalubre. Je sais pas si dans ton métier, il est bien accepté par les entreprises dans lesquelles tu travailles. Est-ce qu'il y a des problèmes d'intégration dans le sens où on comprend pas forcément ce que tu fais, etc. Non, normalement les bouchons, vous connaissez bien le Paris, voilà, il y a toujours des bouchons. Ouais, et pour le travail, voilà, on a bien trouvé notre boulot, voilà. Mais parfois il y a des problèmes de tri chez les clients. Ça, c'est un peu de difficulté quand nous, on ramène les déchets ici. Après, on va séparer les gobelets des bouteilles.
Ouais. Ça, c'est un peu compliqué. Il y a des clients, voilà, qui s'en foutent, même ils mettent le gobelet dans le box de bouteille ou canette, ils mélangent tout. Ouais. Mais là, il y a un vrai problème, je pense, d'information du coup. Parce que même moi, et pourtant, je suis assez sensibilisée à ça. Parfois, je comprends pas les signalétiques. Je sais pas Ouais. si toi, Cécile, chez Enedis, vous avez une procédure pour pousser au changement de comportement. Et je compléterai cette question pour te demander aussi, est-ce que tu penses que le zéro déchet, c'est possible? Euh, ouais, ça dépend du client aussi, hein. Même on a trouvé les box vide aussi. Et simplement, avant de laisser Cécile répondre, je voulais juste rebondir, mais c'est peut-être sur les erreurs de tri. C'est quoi, toi, Ouais. les flux, enfin les box où il y a le plus d'erreurs de tri, notamment, je pense que c'est peut-être le plastique, justement, non? Ouais, Enfin, c'est le plastique, voilà, c'est tout. ouais. C'est quoi les déchets que tu retrouves le plus qui ne devraient pas être dans les box? C'est les gobelets. Ouais. Ouais, ils ont toujours mélangé. Même, vous pouvez trouver les masques aussi, hein. Ouais, les masques, ouais, Ah ouais. ça c'est, ouais. Les masques, parce que depuis de pandémie, on a trouvé plusieurs de masques même dans les papiers aussi. Et Ouais, comment on gère un masque d'ailleurs en termes de traitement? alors, Euh, les masques en soi, il y a eu quelques filières de recyclage qui se sont créées là depuis le début de la crise. Euh, mais nous, en tout cas, on n'apporte pas aujourd'hui de solution de recyclage justement sur les masques, parce qu'à notre sens, la filière en fait n'est pas assez aboutie. En fait, le coût de traitement enfin pour le coût pour recycler 1 kilo de masque est extrêmement élevé. Et en fait, ça fait, à notre sens, en tout cas, c'était pas vraiment cohérent de payer. Pour tout vous dire, par exemple, aujourd'hui, il y a eu des filières qui se sont créées. Et en France, on paye à peu près 20 € pour recycler 1 kilo de masque. Et en sachant que, voilà, 1 kilo de masque, enfin, c'est un petit peu de tissu ou autre, mais en termes de coût et de matière qui va vraiment être recyclée, mais c'est extrêmement cher. Et en fait, nous, justement, c'est pour ça qu'on n'apporte pas de solution aujourd'hui sur les masques, parce qu'en fait, on préfère inciter nos clients à mettre, par exemple, 20 € pour aller recycler 500 ou 50 ou 100 ou 200 kilos de matériel électrique, électronique par exemple, plutôt que de mettre 20 € pour recycler in fine 1 kilo de masque. Et encore une fois, là, c'est plutôt trouver justement cette balance entre le budget qu'on peut aussi allouer et in fine à quoi va servir justement cette démarche. Donc voilà, il y a des petites initiatives qui se sont créées sur les masques, mais nous aujourd'hui les masques on les met de côté et simplement en fait ça part en déchets non recyclables aujourd'hui. Ok, du coup Cécile, on revient avec la question là sur Ouais. l'organisation de la signalétique pour, enfin en tout cas favoriser le bon geste de la part des collaborateurs à l'échelle de l'entreprise comme Enedis, et puis aussi la question sur le zéro déchet. Est-ce que c'est possible en entreprise? Et la gestion des masques, si vous avez trouvé une solution. Ça fait 3 questions. Pour faire la transition. Sur les masques, moi je rejoins Paul, hein. Voilà, on sait qu'il y a quelques filières émergentes. De toute façon, elles ne sont pas en capacité aujourd'hui d'absorber l'ensemble du volume de masques produits sur toute la France. Donc, encore une fois, nous on n'est pas dans une logique d'aller faire traverser toute la France à nos déchets. Donc, je préfère utiliser voilà, une filière de valorisation énergétique locale que d'aller faire du recyclage à l'autre bout de la France. Et puis, voilà, donc le cadre national, on est plutôt, voilà, comme sur les autres types de déchets, un cadre national qui dit vous êtes plutôt invité à aller les mettre avec les déchets communs et à aller faire de la valorisation énergétique. Néanmoins, si vous souhaitez mettre en place une expé locale, une initiative locale, parce que vous avez une filière juste à côté qui s'est développée, qui peut absorber votre flux et que finalement, il y a 15 bornes, 20 bornes ou 30 bornes qui vous séparent de l'usine de recyclage de masques, oui, vous pouvez tout à fait y aller. Voilà, à l'instar de nos autres déchets, on fixe un cadre national et on laisse de la place aussi aux pratiques et aux initiatives locales en fonction aussi du tissu économique, associatif qui entoure chacun de nos sites et chacune de nos directions régionales.
Pour les vêtements, on a quand même beaucoup de vêtements aussi, Enedis, voilà, des uniformes que je porte pas aujourd'hui, et que je porte jamais pour ma part, mais nos techniciens, voilà, portent des équipements de protection individuelle, donc voilà, des vêtements images de marque. On a mis en place un marché cadre pour la valorisation de ces vêtements, mais libre à chaque, bien sûr, région. Si elle a un prestataire local avec qui elle peut faire mieux, une association, une recyclerie, une textilerie, bien sûr qu'elle peut utiliser enfin, voilà, un atelier de couture d'insertion, utiliser les filières locales pour pouvoir réaliser une meilleure seconde vie ou une autre seconde vie plus locale avec le tissu associatif du coin. Ça, c'est pour la partie masque. Sur le fait de bousculer les habitudes, on a une bonne signalétique en fait sur les bennes. On essaye vraiment, enfin justement, en plus qu'on n'a pas des refus de bennes, c'est-à-dire des refus de tri, c'est-à-dire que notre benne, on est censé être une benne ferraille et qu'au final, on a des équipements informatiques dedans. Donc, on regarde en fait là où on a des erreurs récurrentes de tri, comme l'a dit tout à l'heure, l'a dit les joyeux recycleurs, et on va faire une signalétique dédiée en disant non, ça ne surtout pas ce type de déchets dans cette benne-là. Voilà. Mais par contre, pour faire émerger les bonnes pratiques, je crois qu'on n'a pas besoin. Enfin, je pense que les joyeux recycleurs l'ont dit tout à l'heure. En fait, on a plutôt des salariés qui sont en attente de solutions. On a plutôt une population aujourd'hui en France qui est très sensibilisée à cette question du recyclage, du zéro déchet, etc. Et on a plutôt des salariés qui sont en attente de solutions, une sensibilité forte et croissante sur ces sujets, et pas beaucoup de difficultés à leur demander de venir faire ce geste de tri. D'accord. Et sur le dernier point, le zéro déchet, alors moi je pense que c'est pas une fin en soi en entreprise. Quand on produit des déchets, ça veut dire qu'on entretient notre réseau, ça veut dire que on renouvelle, ça veut dire que donc on dépense de l'argent, on fait aussi appel à des prestataires, des entreprises de travaux, etc. Finalement, on ne produira plus de déchets le jour où on ne fera plus de travaux et on n'entretiendra plus notre réseau. Donc c'est absolument pas une fin en soi. Enfin, quelque part, la production de déchets, c'est aussi synonyme de croissance sur certains aspects, plutôt les déchets de matériel. Par contre, bien sûr, il faut travailler à la réduction de notre quantité de déchets, et ça, on y travaille fortement. Voilà, on travaille effectivement, on a pris l'engagement de supprimer tous les plastiques à usage unique à l'horizon 2025 chez Enedis. Voilà, les remplacer soit par des matériaux plus recyclables, soit les remplacer par du durable. Elle a parlé tout à fait des gobelets tout à l'heure. Nous, c'est fini les gobelets plastiques, c'est fini les gobelets jetables chez Enedis. Les bouteilles plastiques, on essaye de les éradiquer aussi, et on dote nos salariés de mugs, de gourdes. Voilà, tous ces plastiques, tous ces déchets en tout cas qui sont finalement des biens inutiles, on vise à leur éradication. Par contre, on ne vise pas à l'éradication de tous nos déchets. Et ce qu'on travaille aussi beaucoup pour prévenir la production des déchets, c'est travailler à la réparation, au reconditionnement de notre matériel. Et finalement au don aussi de certains biens dont nous, Enedis, on n'a plus besoin, mais qui pourraient tout à fait être utiles à d'autres. D'accord. Là, on va arriver au dernier tour de questions. Pour les participants, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de les inscrire sur le chat. Et ensuite, on posera vos questions. C'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire justement sur le fait que vous avez installé des signalétiques sur des bennes, vous avez analysé, diagnostiqué les erreurs de tri qu'il pouvait y avoir. Donc en fait, il y a quand même un suivi des déchets que vous faites. Je voulais savoir si vous les mesuriez justement, s'il y avait comment vous arrivez à mesurer l'impact que vous pouvez avoir dans la réduction de vos déchets. Est-ce que vous le faites? Comment vous effectuez le suivi? Comment vous contrôlez? Donc, oui, de toute façon, on a un registre à jour de tous les déchets qu'on produit. Donc, j'ai dit, on produit à peu près 80 000 tonnes par an. Bien sûr qu'on regarde trimestriellement et annuellement notre quantité de déchets produits. On regarde si on réduit ou pas cette quantité. Ce qu'on a mis en place, c'est un nouvel indicateur en 2019, justement, de réemploi. C'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on produise moins de déchets et donc ces déchets soient réemployés soit sur une autre entité d'Enedis, soit à l'externe. Donc c'est pas encore des déchets, c'est du matériel que le site en lui-même dont le site lui-même n'a plus besoin, mais qui pourrait être utile soit à un autre site, une autre région d'Enedis, soit à l'externe. Donc depuis 2019, on a un indicateur là-dessus. Donc on avait un objectif d'atteindre 100 tonnes de réemploi, donc de réduction de déchets en 2019, 200 tonnes en 2020 et 350 tonnes cette année. Donc, on espère qu'on va les atteindre. Ça, c'est quand même une nouveauté et on le trace
On a un petit SI dans lequel on enregistre les opérations justement de réemploi. L'année dernière, on a dépassé l'objectif des 200 tonnes, donc on est quand même très contente. Un indicateur. Donc il y a un suivi. Il y a un suivi. Et puis cette année, on a mis en place depuis fin 2020 un nouveau service interne, c'est donc un espèce de bon coin pour donner ou récupérer du matériel dont on n'a plus besoin, enfin du matériel pro, pour qu'il soit récupéré à un usage aussi professionnel. Voilà, pour ainsi des petites annonces, tout simplement, qu'on a mis en place fin 2020 sur un premier périmètre géographique test. Ça a bien fonctionné, donc on l'a déployé à tout Enedis en début d'année 2021 et qui nous permet de voir qu'aujourd'hui, on a plus de, 300 objets qui auraient dû finir à la benne et qui ont été donnés à d'autres entités, etc. Et on a voulu faire quelque chose de très simple et on a travaillé du coup avec MyTroc, qui est une entreprise agréée ESUS, donc entreprise solidaire, activité sociale, et voilà, qui nous a développé vraiment un bon coin très simple d'utilisation. L'idée que ce soit simple d'utilisation, accessible à tous. Et il faut vraiment, voilà, le Modern, c'était facile d'utilisation parce qu'il n'y a pas de prise en main et comme c'est une démarche volontaire, il faut vraiment qu'en 3 clics, tu aies pu déposer ton annonce et en 3 clics, fais ta recherche de est-ce que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse ou pas. D'accord. Ouais, justement, Paul et Samy, je vais vous laisser apparaître justement. Ça va être les mots de la fin parce qu'on a quelques questions. On aimerait bien que vous preniez le temps d'y répondre. Samy, un mot de la fin justement. Si t'as un message à faire passer, si t'as une remarque, quelque chose, c'est le moment. Sur ton métier ou sur le secteur des déchets. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton métier s'il y avait sur les difficultés principales? Je ne parle pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer ou je sais pas si tu as quelque chose à dire en particulier qui... Ah, pour les clients? Ouais, pour les clients, ouais, pour le client. Je crois que normalement, dans mon avis, les clients, on a les clients et voilà, qu'ils jettent les déchets voilà, et ils mélangent plus. Je veux dire, c'est mieux que voilà, on a passé le message chaque fois pour le responsable d'entreprise pour expliquer les gens, pour jeter les bouteilles dans le box de jeter bouteilles et pour jeter les gobelets dans le boîte de gobelets. Parce que là, normalement, c'est bizarre quand tu trouves les gobelets dans le capsule. C'est pas bon pour nous et même quand il fait les recyclables là-bas, il va trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait perdre du temps à tout le monde en fait. Ouais, clairement. Et puis c'est pas très agréable non plus. C'est pas très agréable non plus justement pour nous, parce que l'idée c'est à la base, nous on fonctionne justement sur un système, une box par type de déchets. Donc on a une box pour la matière papier, carton, une pour le verre, une pour les bouteilles, pour les canettes et ainsi de suite. Et justement, l'idée, c'est qu'à la base, avec notre service, ce sont nos clients qui font le tri en fait directement au sein des locaux. Donc, ils ne mélangent pas les flux. Donc, c'est pas comme avec une poubelle jaune, par exemple. Et c'est aussi pour ça que nous, par exemple, on parle pas du tout d'éboueurs. Et même on parle pas finalement de déchets. Nous, ce qu'on collecte, c'est de la matière. Nos équipes, ce sont des chauffeurs collecteurs. Et c'est vraiment différent parce que le terme déchet en général est quand même très très péjoratif. Et alors que justement en soi, nous, ce qu'on collecte, c'est vraiment de la matière qui est 100% revalorisable. On en fait vraiment quelque chose. Et en plus, on collecte pas les déchets qui sont pas recyclables parce qu'en fait, on n'a absolument aucune plus-value à le faire. Donc ça, on laisse vraiment les municipalités s'en occuper. Mais voilà, du coup, même nous, en termes de culture d'entreprise, on essaye vraiment, et ça marche dans 99,9% aussi des cas, de faire en sorte que le tri soit bien respecté à la source. Et comme l'a dit Samy aussi sur un peu l'organisation des journées, l'idée c'est que quand Samy par exemple revient de sa tournée, donc après avoir fait 10, 15, 20 entreprises, directement en fait chaque jour il va faire un point avec notre responsable logistique qui s'appelle Laura, et il va lui dire alors chez cette entreprise là le tri n'est pas très bien respecté. Et là, l'idée, c'est que nous, du coup, on essaye d'intervenir. Donc, ça peut être simplement un petit coup de fil, justement, au gestionnaire de l'entreprise, ou ça peut être en mettant davantage de signalétique, en mettant des affiches, en essayant même de faire une intervention sur site, par exemple. Organiser une sensibilisation, ça exactement, ouais, tout à fait, pour faire en sorte que, justement, après, sur le moyen, sur le long terme,
ça se passe très bien. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est simplement aussi d'expliquer les choses. C'est-à-dire que quand on fait en sorte d'expliquer que si on met un gobelet dans le papier, que si ce gobelet n'est pas trié, que finalement ça peut faire en sorte que on crée de la pâte à papier qui est de mauvaise qualité et que finalement on va peut-être à cause de ce gobelet ne pas pouvoir revaloriser 100 kilos de papier. Peut-être que derrière les collaborateurs, eux derrière comprennent beaucoup plus aussi tous les enjeux qu'il y a et notamment tous les enjeux justement sur la bonne qualité du tri. Ouais. Du coup, on va prendre les questions et ensuite on va conclure. Merci beaucoup pour vos interventions à chacun. On a une question d'Alexa. Vous répondez quand vous le sentez. Est-ce que vous arrivez à tenir à jour le fameux registre des déchets ou c'est mission impossible, vous gardez uniquement les BSD? Alors, je pense que c'est plus pour Cécile qui sourit. C'est mission impossible. Non, c'est pas mission impossible. C'est sûr que c'est pas une mission facile. On sait qu'il y a quelques ratés. Enfin voilà, il y a quelques flux qui apparaissent pas dans le registre. Néanmoins, on a un outil SI pour le faire. Donc voilà, ça permet effectivement de le faire de façon délocalisée et puis derrière de concaténer l'ensemble des données dans un même système d'information. Alors pour des néophytes comme moi, le registre des déchets, BSD. Alors, le registre des déchets, c'est une obligation en fait pour toute entreprise, c'est de tenir à jour en fait un registre de tous les flux de déchets qu'elle émet, donc par type de déchets, date de déchets, quantité et filière d'évacuation. Voilà, donc ça c'est une obligation. Donc, et un BSD, c'est un bordereau de suivi de déchets, donc c'est une obligation pour tout ce qui est déchets dangereux. Et qu'on doit conserver effectivement 5 ans après que le BSD nous soit revenu en tant que producteur. Donc, quand le BSD nous revient, ça prouve que effectivement le déchet il a bien été traité. On doit quand même le conserver 5 ans de manière, voilà, on est responsable du déchet de toute façon en tant que producteur jusqu'à son élimination finale. Alexa qui complète, merci. Je veux bien le nom du produit SI. C'est pour ça. C'est un SI interne, mais en même temps, bon, voilà, j'en connais quand même des externes, je vous dirai, Alex. Ça marche. On fera les passages d'informations, Alexa. Alors, question d'Aurélien. Quel outil utilisez-vous pour évaluer l'impact carbone de vos déchets? Enfin, on peut poser la question d'ailleurs aux joueuses recycleurs et à Cécile aussi. Si vous faites des évaluations carbone et si oui, quel outil? Alors nous sur l'impact carbone, alors ce qu'on fait, c'est que déjà on va plutôt aujourd'hui mesurer déjà l'impact carbone des déplacements de nos camions. C'est-à-dire que comme l'a dit Cécile, le plus gros, ce qui est le plus impactant, c'est justement forcément les transports. Et nous aujourd'hui, alors, on n'a pas d'outils en particulier pour standardiser, on va dire, nos calculs. Après, on utilise plutôt les données à la base de l'ADEME, en sachant qu'on essaye surtout à la base de s'améliorer. C'est-à-dire que maintenant, tous les camions qu'on achète roulent au gaz naturel de ville ou à l'électrique, plus du tout à l'essence. On compense justement les émissions qui sont liées au déplacement de nos camions. Mais après, on n'a pas d'outils exacts bien précis justement aujourd'hui pour mesurer cet impact-là. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'on va être amené aussi à développer autre que sur la partie vraiment transport, parce que c'est intéressant aussi même pour nos clients justement de savoir à quoi a servi finalement la mise en place de cette démarche-là. Et nous, après ça, on communique quand même pas mal d'informations, mais c'est plutôt des informations qu'on a réussi à trouver grâce à l'ADEME, mais c'est pas des informations qui nous sont communiquées par un outil en particulier comme il peut exister pour les entreprises ou même pour les particuliers. Je pense notamment à certains outils comme Greenly, qui vont faire vraiment de la mesure d'impact carbone à travers des applications, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Nous, vu qu'on est encore une petite structure, les voyeurs cycleurs, on fait un peu ça à la main, entre guillemets. Mais je pense qu'à terme, on va avoir un vrai besoin justement de standardisation sur cette partie carbone, effectivement. Et Cécile, est-ce que vous avez un outil pour évaluer l'impact carbone de vos déchets? Enedis réalise son bilan carbone, évidemment. Et du coup, on utilise les données qui sont rentrées dans le registre, donc les quantités de déchets et les types de déchets.
et pour pouvoir estimer voilà, le coût carbone de ces déchets, on utilise les facteurs d'émission de l'ADEME qui figurent sur l'ADEME. Notre registre de déchets, différents flux, donc différents types de déchets, différents tonnages, et en face, on associe un facteur d'émission que l'ADEME met à disposition gratuitement à tout le monde. Voilà, c'est la base de données impact de l'ADEME qui sert de référence. Donc, Exactement. on suit nos émissions de CO2 liées à nos déchets. Et ce qu'il faut surtout, du coup, c'est comme disait Cécile, c'est simplement avoir les poids des différents types de déchets qui ont été collectés. Donc finalement, le principal outil, entre guillemets, de mesure, bah, c'est une balance. c'est bête, hein, mais voilà, c'est tout simplement une balance. Oui, mais il faut choper l'info. Alors, je sais pas, du coup, si Cécile, pour justement connaître les volumes, vos prestataires vous remontent certains types d'informations, de données avec des indicateurs. Ouais. Vous les suivez ? Oui. Ce sont nos prestataires qui nous fournissent nos quantités de déchets produites. Ouais. Elles ont des pompes bascules à l'entrée pour pouvoir peser nos déchets. C'est bien elles qui nous fournissent les poids associés du traitement. Même si on peut avoir une idée d'un poids estimé, le poids réel, c'est bien le prestataire qui nous remet une fois qu'il nous a certifié qu'il l'avait traité. Voilà, en fait, c'est des points contractuels que vous avez avec vos prestataires, c'est quand même de vous remonter des données. Et puis il y a quand même un certain nombre de prestataires qu'on paye à la tonne, hein, donc voilà. Il faut absolument qu'on ait le poids de déchets produits, sinon on ne peut pas payer. C'est au cœur de la filière. Ouais. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot pour terminer ? Cécile, Paul ou Samy ? J'ai eu l'honneur de démarrer, je sais pas, toujours rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, je l'ai dit déjà, et puis que je pense qu'il faut que, espérons que les filières de recyclage mûrissent et fleurissent en France. Comme je dis, je pense que le contexte y est propice. Et puis, comme on continue aussi à travailler sur toutes les offres de réparation, on en a peu parlé de cette partie-là, mais on commence à avoir des contrats intégrés de réparation, reconditionnement, recyclage. C'est vrai que ça permet l'allongement de la durée de vie de nos matériels. On parle beaucoup d'obsolescence programmée. Et justement, tous les travaux qui sont faits aussi pour lutter contre cette obsolescence permettra à tous, j'espère, demain de produire moins de déchets et de garder nos biens plus longtemps. Ok. Paul, Samy, un dernier mot ? C'est un dernier mot, Samy ? Non. Non, moi non plus, j'ai rien de très particulier en l'occurrence à dire, si ce n'est encore une fois, oui, recycler c'est bien, mais tendre vers le zéro déchet c'est mieux. Et pour rebondir très très brièvement, autant le zéro déchet quand on est sur des activités industrielles comme celle de Cécile, c'est quasiment impossible entre guillemets. Mais après, quand on est sur des activités de bureau, c'est relativement simple de supprimer des gobelets, moins utiliser de bouteilles en plastique, mettre une fontaine à eau, avoir une machine à café à grains plutôt qu'à capsule. C'est quand même des choses qui sont assez simples à mettre en place. Limiter les impressions aussi, ça c'est facile. Tout à fait, ouais, tout à fait. Limiter les impressions aussi. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Et nous, voilà, on incite forcément toutes nos entreprises clientes à le faire. Et voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que le recyclage, ça arrive après l'étape de réduction à la source, hein, bien sûr. Ouais. C'était intéressant alors, on n'a pas pu aborder tous les points qu'on avait envisagé d'aborder pendant cette heure. C'est très très court pour un sujet aussi large, aussi vaste. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je retiens notamment moi que il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui sont sensibilisées à ces questions-là, avec des salariés qui sont en recherche de solutions. Et puis quand même, comme disait Samy tout à l'heure, il y a toujours des erreurs dans les bacs. Les gens jettent un peu n'importe où. Il y a encore pas mal de sensibilisation et d'éducation à faire. Et Nora aussi a raison de dire que parfois on est un petit peu déstabilisé par rapport aux poubelles qui nous sont proposées. On ne sait pas forcément toujours laquelle utiliser. C'était intéressant d'entendre Paul expliquer que en fait dans les poubelles jaunes, il y a que 30% des plastiques qui sont recyclés et les autres sont incinérés. Et ça fait le lien aussi avec ce que disait Cécile. C'est parfois plus judicieux d'incinérer un déchet localement plutôt que de l'envoyer à l'autre bout de la France ou plus loin encore pour qu'il soit recyclé. Et c'est vrai que c'est important de considérer l'ensemble de la chaîne par rapport à ce traitement du déchet.
Alors, on a une loi de transition énergétique qui va continuer à porter les efforts qui sont faits sur ces sujets-là pour réduire notamment les gaz à effet de serre de 40% entre 90 et 2030, et encore d'une division par 4 par rapport à 2050. Donc, les entreprises, avec la gestion de leurs déchets, ont un rôle très important à jouer. Les filières s'organisent, mais on a vu aussi que finalement, il y avait quand même certaines catégories de déchets qui ne permettaient pas, aujourd'hui en tout cas, à une filière complète de s'organiser, notamment sur une partie du plastique. Et puis, globalement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont partie prenante dans le traitement de ces déchets, et on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler, mais une exposition à certains risques vis-à-vis des machines, vis-à-vis de la dangerosité des déchets collectés, et vis-à-vis de l'environnement de travail au sens large par rapport à ce traitement de matière, comme disait Paul. Alors nous avons créé Mon Entrepreneur Social pour défendre une considération juste et une valorisation tout aussi juste des acteurs sur le terrain assurant le service dans les bureaux. On a collectivement tous une responsabilité par rapport à ces enjeux de traitement des déchets, et la responsabilité des entreprises passe aussi par le changement du regard sur les petites actions, les grandes actions, les actions du quotidien à mettre en place, et par rapport aux prestataires de services qu'elles emploient. Et globalement, il nous appartient à tous de participer à l'évolution des choses. Nous sommes engagés avec Mon Entrepreneur Social pour agir dans ce sens et faire connaître les prestataires de services vertueux, à la fois socialement et du point de vue du respect de l'environnement, vis-à-vis des acteurs en entreprise en charge de ces questions. Notre but, c'est vraiment de pousser les entreprises à véritablement agir, à développer une responsabilité sociétale très concrète dans la collecte des déchets, le recyclage, l'accueil, le nettoyage, etc. Donc, nous accompagnons les entreprises pour évaluer la RSE d'un prestataire en place ou à trouver un prochain prestataire. Nous sommes là pour répondre à vos éventuelles questions. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Encore merci à vous trois, Cécile, Samy, Paul, pour la discussion qu'on a pu avoir pendant cette heure. Nous voudrions vous demander une dernière petite contribution pour terminer. Quand vous vous déconnecterez du webinar, un lien va se charger avec un petit questionnaire. On n'a pas eu le temps d'interagir avec tout le monde évidemment pendant cette heure, et on serait vraiment ravis d'avoir votre feedback sur le webinar et sur les sujets qui ont été abordés. On cherche à créer avec Mon Entrepreneur Social un mouvement. Nous serions ravis de vous voir le rejoindre. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Et il me reste à vous remercier tous. Prochain webinar probablement à la rentrée. Et d'ici là, je vous souhaite un bel été. Merci à tous, merci aux participants, merci aux intervenants. Bel été à vous et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.